bien rejoindre le devant de la scène, le devant des sièges quand même. Parce que c'est avec nous. Bien, donc je vais d'abord présenter les différents intervenants rapidement. Donc Didier Cherel, je suis membre du collectif de solidarité avec le peuple catalan, collectif que nous avons créé en janvier 2018, donc ça fait 1 an maintenant. Et vous avez un certain nombre d'informations sur le collectif qui se trouvent à l'entrée, sur les tables. Et si nous avons réalisé un appel qu'on appelle l'appel de Nice, vous pouvez le signer. Et si vous souhaitez participer aux réunions, aux travaux et aux initiatives du collectif, vous pouvez également le signaler. Donc aujourd'hui, nous avions organisé ici d'ailleurs dans ce lieu en mars 2018 un débat avec différents intervenants. Et aujourd'hui, nous faisons une nouvelle réunion publique en profitant de l'occasion de l'édition d'un ouvrage qui tente de donner toutes les clés pour comprendre le conflit actuel entre la Catalogne et l'Espagne. Donc la réunion d'aujourd'hui sera centrée sur cet ouvrage. Alors pour ce faire, je vais après ma courte introduction, passer la parole à Anna Martín Novo, qui est également membre du collectif catalane et membre également de l'ANC, l'Assemblée nationale catalane, pardon, qui va nous présenter les objectifs de cet ouvrage de manière plus complète. C'est un ouvrage collectif avec un certain nombre d'auteurs, une douzaine d'auteurs, elle en dira un petit peu plus, bien sûr, et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 2 de ces auteurs. Après l'intervention d'Anna, il y aura l'intervention de Arnaud Münster, tu en diras un petit peu plus, qui est un des auteurs, philosophe et également membre du collectif. Et nous avons un invité spécial, puisqu'il vient d'un petit peu plus loin, pas de très loin, Jean-Félix Acquaviva, qui est député corse et membre du parti, d'un nouveau parti, qui était une coalition électorale auparavant, qui s'appelle Femu a Corsica. Il pourra peut-être nous dire quelques mots sur ce nouveau parti, c'est aussi un mouvement en fait en Corse. Voilà. Sans attendre, je passe la parole à... Alors, nous aurons, en termes d'organisation, on va avoir donc ces différentes interventions pour une durée de 50 minutes, on va dire, et juste après, on aura largement le temps pour débattre. Voilà, entre nous. Merci, Didier. Donc, merci de venir à la présentation du livre La Catalogne et l'Espagne, les clés du conflit. C'est un événement qui est organisé par le collectif des Alpes-Maritimes de solidarité avec le peuple catalan, qui travaille pour la défense des droits et libertés démocratiques qui en ce moment sont en danger en Catalogne, la défense du droit à l'autodétermination des peuples, la libération immédiate des prisonniers politiques catalans en prison préventive depuis plus d'1 an, et pour qu'une solution politique soit trouvée entre la Catalogne et l'Espagne. L'ouvrage a été une initiative de 2 femmes, Dominique Petit-Demange et Marie-Christine Jeunet. Et c'est la maison d'édition Balzac Éditeur qui a publié en novembre 2018, donc à peine il y a 3 mois. Donc après la présentation, vous pouvez en acheter ici ou sur le site internet où il y a aussi beaucoup d'informations sur l'ouvrage, comprendre-la-Catalogne.org. Messieurs Arnaud Münster nous parlera de l'ouvrage et particulièrement donc, de son chapitre, et Jean-Félix Acquaviva également de ce parti.
Donc, le député Jean-Félix Acquaviva siège à l'Assemblée nationale. Il est consacré depuis qu'il était jeune étudiant à l'avancement des droits linguistiques et culturels et économiques des Corses, avec un intérêt particulier pour les développements et à la fois environnemental et touristique de l'île. Il a eu plusieurs responsabilités politiques intérieures. Il a été en particulier maire de son village d'origine et conseiller exécutif de la collectivité territoriale de Corse avant d'être élu député aux législatives 2017. Donc là, je vais donner la parole au philosophe franco-allemand né en Allemagne et naturalisé français par la suite, Arnaud Monster, excusez-moi, spécialiste de la philosophie politique contemporaine, disciple du philosophe Ernst Bloch, membre de la Ernst Bloch Gesellschaft, et ancien ami de Jean-Paul Sartre et André Gorz, membre du groupe d'études sartériennes. Il est également maître de conférence honoraire du philosophie à l'université de Picardie-Jules Verne. Il est à son 33e ouvrage en langue française. Il a écrit aussi en allemand, italien et espagnol. Et il est intéressé par les événements politiques dans la péninsule ibérique depuis des décennies. Il a écrit notamment des ouvrages sur le Portugal et la Révolution des œillets déjà en 1976. Il est également membre du collectif. Merci. Merci Anna pour cette excellente présentation. Donc je vais essayer de résumer de manière très condensée pour des raisons de temps. Je ne vais pas évoquer toutes les contributions du livre. Mais évidemment, comme il a été déjà dit, ce livre a pour objet de fournir aux lecteurs français des informations, des éléments de compréhension relatifs au conflit politique entre l'Espagne et la Catalogne. Dans ma propre contribution intitulée Émancipation et renouvellement de la démocratie en Catalogne, évidemment, je veux dire, je suis dans mes recherches, mes livres très orientés vers le concept de l'émancipation. En philosophie, je défends, j'ai toujours enseigné à l'Université d'Argent une philosophie d'émancipation qui, évidemment, est très influencée par les enseignements philosophiques de Jean-Paul Sartre, d'André Gorz et d'Ernst Bloch, philosophe de l'économie concrète. Mais émancipation, évidemment, a une dimension culturelle, religieuse, politique, multiple, individuelle et collective. Alors moi, j'ai essayé de mettre en évidence, dans ma contribution à ce livre, qu'au cœur même de ce conflit entre l'Espagne et la Catalogne, il y a le télescopage entre deux visions politiques distinctes, incompatibles et apparemment irréconciliables, qui sont à l'origine de cet affrontement, de ce conflit. À ce moment qui n'a pas de date d'hier, parce que le monde, on peut dire, jusqu'au XVIIIe siècle, surtout à partir de la fin du XIXe siècle, quand est né le catalanisme. Mais, donc c'est ce conflit entre une vision centralisatrice, dominatrice et autoritaire du gouvernement espagnol, tablant sur la constitution de l'Espagne de l'année 1978, et la vision émancipatrice, décentralisée, régionaliste et souverainiste des Catalans, revendiquant le droit à décider, le droit de décision dans le domaine, notamment le domaine économique, culturel et politique, aussi, ou une partie aussi, l'indépendance, au nom précisément du droit des peuples à l'autodétermination. La Constitution espagnole de 1978, qui est, comme montre l'ouvrage, le produit d'un mauvais compromis négocié entre les néo-franquistes et les partis politiques de nouveau autorisés, après 36 ans de dictature franquiste, avait certes accordé aux trois grandes régions de l'Espagne, à savoir à la Galice, au Pays Basque et à la Catalogne, une autonomie élargie et un statut spécial comportant le droit à l'élection démocratique d'un parlement régional, dans le cas de Catalogne, la Generalitat de Catalunya, à l'enseignement à l'école, dans la langue catalane, à une police catalane, les mostros ainsi qu'à une presse langue catalane, une police catalane, une presse, les journaux en catalan, une radiodiffusion en langue catalane, la Catalunya Radio, émettant de Barcelone, mais ce même statut spécial avait en même temps refusé une répartition juste et égale des impôts entre la région autonome et le pouvoir central de Madrid. Il avait aussi refusé explicitement l'indépendance en refusant à la Catalogne le label d'une nation. La Constitution, je rappelle, la Constitution de 1978 ne reconnaît qu'une seule nation, qu'une seule souveraineté, celle de l'Espagne.
Et c'est au nom de l'unité de l'Espagne, au nom de cet unionisme, d'ailleurs largement instrumentalisé par un nationalisme espagnol castillan, se développant, que le droit à l'autodétermination et à l'indépendance a été, continue toujours d'être refusé et ignoré par les gouvernements espagnols successifs, non seulement par les gouvernements conservateurs du Partido Popular, celui de Aznar et de Rajoy, mais aussi par les gouvernements socialistes de Felipe González, de Zapatero, maintenant de Pedro Sánchez, tous premiers ministres appartenant au PSOE, au Parti socialiste ouvrier espagnol, qui ont certes adopté maintenant une attitude plus dialogique à l'égard des Catalans et des Basques, mais qui, dans le fond, ne sont pas vraiment prêts et disposés à leur faire des grandes concessions, notamment sur la question de l'indépendance. Et comme le souligne très bien l'historienne catalane Rosy Cusio, dans ce livre, et le psychiatre Luis Garcia, dans leur contribution à ce livre, cet ouvrage collectif, le texte fondateur de ce droit à l'autodétermination, c'est bien l'article 1, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies, qui recommande explicitement aux nations de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe d'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Une déclaration qui a été complétée en 1950 par la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, dont l'article 2 détaille, je cite, que tous les peuples ont le droit de libre détermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Il est aussi précisé par les auteurs de ce même article que le droit international, donc le droit à l'autodétermination, a valeur de norme supérieure, mais qu'en même temps, la Constitution espagnole sacralise l'intégrité du territoire, considérant l'ensemble des citoyens comme une nation ou un peuple unique. Et ça, c'est bien discutable. Y a-t-il un peuple en Espagne? Y a-t-il des peuples? Y a-t-il multiplicité des peuples? Y a-t-il multiplicité des nations? Y a-t-il, l'Espagne est une nation des nations? Est-il seulement la nation de ceux qui sont de langue castillane? C'est ça le grand problème. Et voilà, et l'affrontement, donc, le conflit se fait dans ce champ théorique. Et c'est évidemment cette théorie d'une nation unique, de langue unique castillane. Bon, c'est une vision très discutée par les mouvements souverainistes qui considèrent que le royaume d'Espagne est composé de plusieurs peuples historiques, politiques ou linguistiques, sur un pied d'égalité avec la Castille, et qu'il conviendrait en conséquence reconnaître l'existence d'un État plurinational. Et c'est ce que refuse obstinément le gouvernement espagnol, défendant au nom de l'unionisme et de l'unité nationale le centralisme de Madrid. Et au niveau des langues, bien sûr, la supériorité du castillan. Et en outre, cette même constitution espagnole comporte un article, l'article 155, qui autorise le gouvernement central à prendre des mesures exceptionnelles, coercitives à l'égard des dirigeants et représentants politiques d'une région autonome qui ne font pas, soi-disant, leur devoir. Comme on l'a vu, donc, le gouvernement conservateur espagnol dirigé par Mariano Rajoy s'est largement servi, au mois d'octobre 2017, de cet article pour destituer le gouvernement régional, le gouvernement élu régional de la Catalogne et son président Carles Puigdemont, après la déclaration unilatérale de l'indépendance le 27 octobre 2017, pour arrêter les ministres et d'autres représentants de ce gouvernement, et même des personnalités non politiques accusées de sympathie pour les indépendantistes, donc représentant des associations notamment, pour les jeter en prison, c'est-à-dire pour les emprisonner sous le régime de la détention provisoire, en les accusant de rébellion, de sédition qu'ils n'ont pas commis. Et comme la justice allemande et belge ont souligné, après l'arrestation de Puigdemont à la frontière germano-danoise en mars 2018, ces chefs d'accusation ne peuvent pas être retenus contre ces prisonniers politiques. Donc, évidemment, c'est absurde ce qui se fait là, n'est-ce pas? Et
Donc nous assistons, je répète, dans ce conflit, à l'affrontement entre une vision de la société de type autoritaire, encore héritière, dans une large mesure, du franquisme, et une vision démocratique, libertaire, contre une vision verticale de l'État souverain, celle de l'État espagnol, et une vision horizontale des fédérations, des libres alliances, des pactes fondés sur le consentement. Comme le souligne à juste titre Carlo Lottieri, donc dans ce livre, le pouvoir de l'État, remontant à Jean Baudin ou à Thomas Hobbes, est unilatéral. Il impose, comme on l'a vu en octobre-novembre 2017, pendant ce grand conflit entre la Catalogne et l'Espagne, après le référendum du 1er octobre, il veut imposer sa volonté par la force. Au contraire, évidemment, la relation fédérale implique une adhésion spontanée, et sa nature est bilatérale, elle émane d'un respect inconditionnel pour l'autre personne, qui a le droit de choisir sa propre identité, de disposer de son temps, de ses ressources, définit sa hiérarchie des valeurs, d'y rester fidèle, elle reconnaît le visage d'autrui, pour utiliser la formule du philosophe Emmanuel Levinas. Il s'oriente vers le dialogue, de ce qui est aussi souligné par le philosophe allemand Jürgen Habermas, pour utiliser, pour sachant bien qu'il ne s'agit pas de civilisation sans, il n'y a pas de civilisation sans respect, sans pluralisme, sans la reconnaissance d'autrui. Et évidemment, la violence du gouvernement espagnol de Rajoy contre les indépendantistes catalans, telle qu'elle a été pratiquée en octobre-novembre de l'année dernière, a été non seulement générée par une volonté hégémonique unitaire, ignorant délibérément la différence ou les différences, mais par l'application dogmatique et autoritaire d'un constitutionnalisme qui est celui d'une monarchie, ignorant délibérément la notion d'autodétermination des peuples, mais aussi par cet oubli d'autrui, autrement dit par la volonté de nier toute possibilité d'expression et d'autonomie d'action à ceux qui aimeraient donner vie à une communauté catalane différente. Donc c'est ainsi qu'a été créée, comme le souligne Lottieri, cette tension radicale entre deux logiques, entre ces deux trains qui à un moment donné sont brutalement entrés en collision en Catalogne en octobre 2017, à savoir entre les logiques du pouvoir constitué et la demande de restaurer la capacité d'initiative de la société au nom d'un pouvoir constituant qui devrait transcender toute constitution et toute légalité. Oui, je pense que Carlo Lottieri a tout à fait raison d'affirmer qu'en Catalogne, c'est l'Europe qui est aussi en jeu. Car les indépendantistes ont choisi d'invoquer la démocratie contre l'État, soi-disant démocratique. Et ce dernier a réagi en levant le masque autoritaire, cet héritage non assumé de l'autre surmonté du franquisme. Il est donc plus que légitime de se demander si l'Espagne, avec tout ce qui s'est passé en octobre-novembre 2017, lors de la répression violente déclenchée contre les indépendantistes après le référendum du 1er octobre, si cette Espagne est encore ou non un État de droit, s'il est encore une démocratie, ou vaudrait-on mieux peut-être parler de démocrature, voire de dégénérescence dangereuse d'un État constitutionnel, monarchie constitutionnelle, créé après la fin de la dictature du général Franco en 1975, sur la base d'un compromis discutable entre le néo-franquiste d'un côté et le Parti démocratique de l'autre, donc vers un régime autoritaire de type nouveau, combinant un parlementarisme démocratique de façade avec la machine répressive d'un État monarchique autoritaire, toujours héritier dans une large mesure des structures du franquisme. Donc, je ne peux plus développer ça, donc des raisons de temps, je dois donc passer tout de suite un autre aspect. Donc, je voudrais tout simplement rappeler qu'il y a
Voilà. Voilà, c'est-à-dire, voilà, pour parler encore une fois de cette répression, cette vague de répression, donc, quand le Catalogne a été le théâtre en octobre-novembre de 2017, en envoyant des forces de police, c'est-à-dire la Guardia Civile, ont matraqué et empêché des citoyens catalans faisant la queue devant les bureaux de vote, ont participé au référendum sur l'indépendance du 1er octobre. L'État espagnol, représenté par le Premier ministre conservateur Mario Rajoy, a clairement montré devant les caméras de télévision du monde entier que la seule réponse du gouvernement espagnol à la demande, à l'aspiration légitime du peuple catalan à l'autodétermination est la répression policière, complétée par l'autre aspect de l'affaire, par l'instrumentalisation de la justice pour persécuter et faire condamner les indépendantistes pour les soi-disant délits de rébellion, de sédition. Et à cette fin, précisément, l'article 155 de la Constitution espagnole a été largement et abusivement, devrait-on souligner, appliqué pour criminaliser les auteurs du référendum sur l'indépendance du 1er octobre. Le président élu de la Generalitat de Catalogne, Carles Puigdemont, ainsi que les membres du gouvernement régional de la Catalogne, dont 4 ministres, parmi eux le vice-président Junqueras, ont été emprisonnés et mis en détention provisoire. Donc, le président Carles Puigdemont, contre lequel le gouvernement espagnol avait également lancé un mandat d'arrêt, a été contraint à l'exil en Belgique, où il continue d'exercer symboliquement ses fonctions, mais il ne peut pas plus les exercer. Donc, même pas à partir de la distance, il a fait ça dans un premier temps. Bon, mais évidemment, tout a été fait au cours d'une interprétation assez discutable et assez restrictive et unilatérale des dispositions de la Constitution espagnole de 1978, qui avait été adoptée 2 ans seulement après la mort de Franco. Donc, j'estime évidemment en effet que la spécificité du combat du mouvement catalan pour l'indépendance est qu'il n'est pas, comme cela est malheureusement souvent présenté dans la presse française et européenne, que ce n'est pas exclusivement réductible à un combat nationaliste ou identitaire pour l'indépendance nationale, mais qu'il comporte aussi, et c'est là l'essentiel, une autre dimension d'émancipation. Et comme justement l'a bien souligné notre ami Hervé Andrés, cette aspiration à l'émancipation du peuple catalan prend en partie la forme, bien sûr, et prend en partie la forme d'un nationalisme ancien, l'affirmation de la langue, de sa culture, de ses institutions autonomes et démocratiques. Mais par ailleurs aussi, la revendication d'émancipation du peuple catalan est aussi porteuse d'autres aspirations, peut-être plus révolutionnaires, dans le sens où elle porte quelque chose de nouveau, de nouvelles pratiques, à même de relever de nouveaux défis, par exemple dans le cadre de l'invention d'une démocratie participative renouvelée. Et c'est bien l'aspiration à mener des politiques sociales plus généreuses au niveau de la Catalogne qui a été systématiquement entravée ces dernières années par l'État espagnol en les déclarant non conformes à la Constitution. Donc, alors, il mériterait d'être souligné aussi que les Catalans mènent un combat pacifique dans le cadre d'une stratégie de non-violence, ce qui distingue ce mouvement catalan d'autres mouvements. Un mot sur évidemment le rôle de l'Europe dans le conflit. Ce conflit, je disais déjà, l'Europe a un rôle important à jouer dans ce conflit, mais ses dirigeants devaient changer d'attitude, changer de cap et d'attitude, parce qu'au lieu de continuer à faire la sourde oreille aux revendications légitimes des Catalans, en matière d'autonomie, d'indépendance, de démocratie, l'Europe devrait entamer tout de suite un dialogue avec les élus catalans. Donc, elle devrait offrir ses bons services de médiateur entre l'Espagne et la Catalogne, dans le but de tenter de débloquer la situation politique actuelle, qui est complètement dans l'impasse,
caractérisée par une sorte de guerre de position, pour utiliser le concept de Gramsci, et une situation de tutelle donc, qui est insupportable pour la population catalane, et surtout donc, pour tous ceux qui sont partisans d'une démocratie. Donc, parce que, bien, après la proclamation unilatérale de l'indépendance de la République catalane le 27 octobre 2017, le gouvernement de Rajoy, en violant le statut d'autonomie qui avait été accordé à la Catalogne, a mis le lendemain en application, c'est l'article 155. Il a mis la Catalogne sous tutelle en décidant d'administrer dorénavant lui-même cette région autonome à partir de Madrid. Préférant la matraque au butin de vote des Catalans, ce même gouvernement espagnol a sabordé l'idée même de démocratie. L'Europe devrait donc rappeler à Rajoy a la raison, le respect de ce principe démocratique les plus fondamentaux. Donc, mais ce qui n'a pas été fait, évidemment, la déclaration de Jean-Claude Juncker, etc., de dirigeants européens, on a vu donc qu'ils se sont solidarisés avec l'Espagne, ils ont adhéré à cette thèse, donc il n'y a qu'une seule Espagne, une seule Espagne, une seule souveraineté, etc. Donc il y a donc malheureusement un refus des instances dirigeantes européennes de dialoguer, d'ouvrir un vrai dialogue avec les dirigeants catalans, alors que ceux-ci sont en exil en Belgique, tout près du siège du Parlement européen, donc de la Commission européenne. Mais évidemment, c'est une situation qui ne peut pas durer infiniment. Je suis personnellement convaincu qu'on devrait, que tôt ou tard, donc le moment viendra. Ça dépend évidemment de l'évolution du rapport de force, de beaucoup d'autres choses, mais évidemment, le moment viendra où l'Europe, il y a déjà évidemment le fait que plusieurs députés européens du Parlement de Strasbourg ont signé, n'est-ce pas, le signataire de l'appel de Nice. Donc évidemment, certains, donc il y a une petite évolution, oui. Je pense que si, évidemment, l'Europe a accepté finalement que le Kosovo albanais soit vraiment un État admis dans l'Union européenne comme un État indépendant, on doit refuser la même chose à la Catalogne, n'est-ce pas? Mais donc il y a à long terme, je suis convaincu évidemment qu'il n'y a aucune solution de ce conflit par la violence, donc il y a malgré cette fin de non-recevoir aux légitimes revendications du mouvement catalan par les représentants du gouvernement espagnol, à long terme, il n'y a que la possibilité de tenter de résoudre le conflit par la voie de la négociation. Donc je suis profondément convaincu que c'est la seule possibilité de résoudre ce conflit. Or, évidemment, cette tutelle de la Catalogne a pris fin le 1er juin 2018 avec l'élection de Quim Torra, le 1er juin 2018, comme approche qui est l'approche de Carles Puigdemont comme nouveau président du gouvernement régional autonome de Barcelone. Mais 7 ministres de l'ancien gouvernement de Puigdemont sont toujours en prison. Ils sont été transférés en été dernier à une prison près de Barcelone. C'est hélas la seule petite concession que le nouveau gouvernement espagnol, dirigé par le socialiste Pedro Sánchez, donc qui a succédé à Rajoy, suite à une motion de censure, seule concession qu'ils ont voulu faire. Et ces 9 accusés indépendantistes ils seront donc bientôt jugés dans le cadre d'un procès qui aura lieu dans ce mois de janvier 2019 à Madrid, où ils risquent une condamnation pour rébellion, sédition et détournement de fonds publics jusqu'à 30 ans de prison. C'est le procès de la honte, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui se prépare. D'ici là, l'Europe continue à fermer les yeux, n'est-ce pas, se déclarant neutre, en ne voulant pas s'immiscer dans les affaires. Je pense que c'est une position impossible, parce que finalement, c'est tout à fait contre aussi tous les principes du droit international, du droit européen. L'Espagne est en l'infraction du principe majeur, n'est-ce pas, non seulement de la déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU,
Vous savez aussi le principe majeur démocratique de l'Union européenne, donc il doit être rappelé à la raison. Donc il doit également, voilà, le sort de cette situation. Plus de 4 de ces ministres sont toujours en exil en Belgique, ils ne peuvent pas retourner en Catalogne. D'autres membres de son ex-gouvernement séjournent en exil en Allemagne, en Suisse, en Écosse. Et on voit bien qu'avec tout cela, la démocratie en Espagne est en crise et est en danger. Elle est en crise essentiellement à cause du retour, sous l'ère du Parti Popular, d'une certaine forme de franquisme et de la continuité et de la présence dans les institutions et structures de l'État espagnol, dans l'armée, dans la police, surtout dans la justice et dans la magistrature. Donc, et au niveau institutionnel, les parlementaires, le catalanisme, les aspirations de ceux qui en Catalogne appuient ou sont proches des indépendantistes, et qui désirent le retour à la démocratie dans le cadre d'une autonomie élargie ou de l'indépendance, sont bloqués essentiellement à cause du fait que les trois partis espagnols les plus importants, le PP, le PSOE et le parti Ciudadanos, un parti du centre libéral, continuent d'opposer une fin de non-recevoir aux exigences des indépendantistes. Or, ces trois partis totalisent au Parlement, au Cortes de Madrid, 254 députés sur 350. Donc, le nouveau Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui avait réussi à renverser le gouvernement Rajoy par un vote de censure et de se faire élire à sa place comme Premier ministre et chef du gouvernement, semble d'apparence avoir une attitude plus conciliante, plus molle. Il s'est en effet exprimé pour le dialogue. Il a même rencontré personnellement le 1er juillet 2018, chose qui n'aurait jamais pu se produire sous le gouvernement de Rajoy, le nouveau chef du gouvernement catalan, Quim Torra. C'était un geste important, mais plutôt symbolique, car ce même Pedro Sánchez a organisé, vous le savez, le 21 décembre 2018, son conseil de ministres, ou pas à Madrid, mais à Barcelone, ce qui était ressenti par les Catalans comme une véritable provocation. Donc, et d'ailleurs, en octobre 2017, son parti, le PSOE, ne s'était pas opposé à l'application de l'article 155 pour destituer Carles Puigdemont de son gouvernement catalan. Mais officiellement, donc, il est toujours prêt au dialogue, c'est-à-dire à des entretiens de contact informels pour lesquels aucune date précise n'a encore été fixée, mais ce n'était donc que l'annonce d'un dialogue par le nouveau chef socialiste du gouvernement espagnol, qui, en ce qui concerne la question catalane, est apparemment, comme on l'a vu, dans l'ambiguïté. Il est dans l'ambiguïté, mais il est évident que, vu l'échec cuisant de la politique de répression de Rajoy et des conservateurs espagnols face aux indépendantistes catalans, qui sont aussi sortis vainqueurs des élections régionales catalanes du 21 décembre 2017, en obtenant la majorité absolue des sièges avec 48% des voix, il est évident que seule la négociation et le dialogue peuvent faire avancer les choses et permettront pour un mot aussi de résistance passive. De toute façon, combiné avec négociation et dialogue, cette négociation, le dialogue peut faire avancer les choses et permettre de sortir de l'impasse actuelle, ce qui est aussi l'avis de la plupart des contributeurs d'articles publiés dans ce livre. Évidemment, ce n'est pas facile, mais c'est, je pense, le seul moyen pour un règlement pacifique à long terme de ce grave conflit entre l'Espagne et la Catalogne. Et bien sûr là, je termine, la priorité des priorités maintenant, c'est évidemment la libération des prisonniers politiques. Je passe la parole à Jean-Félix Aquaviva, qui nous parlera des similitudes qu'il peut y avoir éventuellement entre ce qui se passe en Corse et ce qui se passe en Catalogne. Mais sur la Catalogne, il a aussi